Donc bienvenue dans ce chapitre sur la synthèse organique et on va tout d'abord s'intéresser au principe d'une synthèse chimique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une synthèse? Eh bien, une synthèse, ça consiste à fabriquer une nouvelle molécule à partir d'une réaction chimique. Donc on va faire réagir des réactifs qui vont se transformer en un produit et ce produit sera appelé produit de synthèse. Donc pour cela, on utilise plusieurs réactifs, soit sous forme solide, liquide ou gazeuse. Et bien évidemment, ces réactifs, un peu comme dans une recette de cuisine, ils vont être consommés au fur et à mesure pour former le ou les produits recherchés. Alors il y a plusieurs étapes lorsqu'on réalise une synthèse, donc il faut vraiment prendre le mot synthèse au sens de fabrication, création d'une espèce. Donc cette synthèse se déroule en plusieurs étapes, du mélange des réactifs jusqu'à l'obtention d'un produit final qui est purifié, parce qu'il est fondamental qu'on obtienne un produit pur et qui ne contiennent plus, par exemple, de restes de réactifs ou d'une espèce qui s'est créée en cours de route. Donc, on distingue en gros 4 étapes principales pour faire une synthèse. La réalisation de la transformation chimique grâce à ce qu'on appelle un chauffage à reflux. Une deuxième étape où on isole le produit synthétisé. Des fois, on fabrique plusieurs produits, et on va s'intéresser simplement à un seul produit, donc il va falloir l'isoler, le séparer. Ensuite, on purifie ce produit synthétisé pour le débarrasser éventuellement de toutes les impuretés qu'il peut y avoir tout autour, par exemple des restes de réactifs. Et enfin, on analyse le produit synthétisé pour être sûr qu'on a bien fabriqué la bonne espèce. Alors quels sont les enjeux d'une telle synthèse? Eh bien, c'est d'utiliser des réactifs faciles à reproduire et peu coûteux, parce que si les réactifs sont rares, évidemment dans l'industrie ce sera difficile de reproduire la molécule, d'obtenir un rendement le plus élevé possible, ce qui inclut l'énergie investie. Donc il va falloir tenir compte du chauffage, puisque pour chauffer, c'est de l'électricité, il faut la payer. Donc bien évidemment, il faut en tenir compte. Tenir compte aussi de l'éventuelle toxicité de certains réactifs et des produits intermédiaires et des produits de réaction. Est-ce que si on a le choix entre deux synthèses et on a un réactif qui est vraiment peu toxique, on va plutôt le privilégier à un qui sera plus nocif. Et enfin, bien évidemment, il faut prévoir l'extraction et la purification de la molécule qu'on souhaite synthétiser. Et donc, il va falloir prendre en compte toutes ces étapes. Et donc, on va étudier en détail chacune de ces 4 étapes maintenant pour voir comment on les réalise en pratique. Alors, tout d'abord, la transformation chimique. Et ça, elle se fait grâce au montage de chauffage à reflux qui est représenté dans l'image ci-dessous. Et donc, ce chauffage à reflux, c'est un dispositif qui permet de chauffer un mélange réactionnel jusqu'à ébullition tout en évitant de perdre de la matière par évaporation. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On mélange, donc ici on a un chauffe-ballon, un support élévateur qui est un organe de sécurité qui permet de baisser rapidement le chauffe-ballon si jamais la réaction devait s'emballer pour éviter que finalement les substances qui sont présentes dans le ballon s'échappent et puisse se renverser. Et on a un réfrigérant à boules. Alors on va voir pourquoi est-ce qu'on a ce réfrigérant à boules. Donc concrètement, comment on fait? C'est très simple et c'est assez astucieux. On mélange des espèces, par exemple A plus B ici, les deux réactifs, qui vont par exemple se transformer en C plus D. Donc A plus B va se transformer en C plus D. Et notre but, c'est de conserver uniquement par exemple l'espèce C, puisque c'est l'espèce qu'on souhaite synthétiser. On mélange A et B. Pourquoi on chauffe? Parce que les réactifs vont se rencontrer plus vite et donc réagir plus vite. C'est un facteur cinétique, c'est un facteur sur la vitesse de la réaction. Donc A et B, A rencontre B, réagissent ensemble, forment C et D. En chauffant, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir de la vapeur. La vapeur va s'élever. Et cette vapeur, si on n'avait pas de réfrigérant, elle s'échapperait dans l'atmosphère. Donc le produit C qu'on veut récupérer, on en perdrait. Grâce au réfrigérant à boules, donc c'est un réfrigérant qui est taillé comme ça. Donc comme son nom l'indique, ça forme des boules à l'intérieur. Et tout ce qui est autour des boules, ici, est refroidi avec de l'eau. Donc ce que je représente en vert, c'est de l'eau froide qui passe, parce qu'ici il y a une sortie d'eau, et puis là une entrée d'eau. Donc là on fait toujours tout autour passer, il faut le voir en 3D bien évidemment, on fait passer de l'eau. Et cette eau elle a pour but de refroidir
ce réfrigérant. Et la vapeur qui s'élève, donc le produit C qui pourrait s'échapper, eh bien, en s'échappant, comme la colonne est très longue, la vapeur, elle va finalement se mettre dans toutes les grandes surfaces des boules ici présentes, tout autour, et au fur et à mesure, ça va refroidir cette vapeur. À un moment donné, cette vapeur se liquéfie, donc redevient liquide et retombe. Et en retombant, elle se réchauffe à nouveau, et elle se retransforme en vapeur et remonte, puis se refroidit et retombe. Ça crée ces fameux mouvements de va-et-vient, d'où le nom de chauffage. On chauffe pour accélérer, à reflux. Le reflux, c'est le fait que cette vapeur monte et redevienne liquide et retombe à nouveau dans le ballon. Résultat, quand on arrête le chauffage, l'espèce C qu'on a voulu fabriquer, elle est bien dans le ballon. Elle ne s'est pas échappée, on n'a pas perdu de matière par l'extérieur. Évidemment, si tant est que la colonne ici, le réfrigérant à boule, soit suffisamment long. Plus il est long, plus il est efficace. Donc voilà le rôle des différents éléments de ce montage. Alors, évidemment, on chauffe en général de façon douce, c'est-à-dire on élève la température progressivement, de telle façon à accélérer la transformation chimique et à ne pas être brutal avec les réactifs, parce que des fois, il y a certains réactifs qui ne supportent pas des chauffages trop abrupts. Et bien évidemment, on met aussi un petit peu dedans, alors ça je ne l'ai pas dit, mais on met un petit peu de pierre ponce à l'intérieur. Cette pierre ponce, en fait, elle empêche qu'il y ait de trop grosses bulles qui se ferment et elle permet ainsi de réguler l'ébullition. Donc ça permet d'éviter, au lieu d'avoir des grosses bulles qui pourraient monter et s'échapper, et donc être dangereuses, ça permet d'avoir des toutes petites bulles et donc de réguler un peu cette ébullition. Alors une fois qu'on a fabriqué l'espèce C, si on a fabriqué A plus B, en faisant A plus B, c'est transformé en B plus C. Le problème, c'est qu'on a peut-être D. Donc si je reprends un petit peu cet exemple, notre but c'est de fabriquer l'espèce C, mais si on a fabriqué D avec, il va falloir supprimer D. Donc extraire, séparer C de D. Donc là, il y a plusieurs techniques d'extraction. Donc par exemple, c'est ce qu'on appelle isoler un produit. Ça consiste à l'extraire du milieu réactionnel. Donc la méthode diffère selon l'état physique du produit A qui est à extraire. Alors j'ai mis produit A, j'aurais dû mettre produit C si on reprend l'exemple que j'ai mis là. Donc si on veut extraire C, tout dépend si c'est un solide ou un liquide. On ne va pas s'y prendre de la même façon. Donc par exemple, si c'est un liquide, on va faire une extraction par solvant. Donc l'extraction par solvant, c'est une technique de séparation qui utilise la différence de solubilité des substances dans les différents solvants. Donc un solvant va mieux se dissoudre une espèce va mieux se dissoudre dans un solvant plutôt que dans un autre, et on va utiliser cette propriété pour pouvoir séparer des substances. Alors faisons tout de suite un exemple. Pour ce faire, on utilise une ampoule à décanter. Alors, dans cette ampoule à décanter, donc qui est ici, on a un mélange homogène. C'est par exemple l'espèce C, que j'ai appelé ici A dans le schéma, avec une autre espèce. Par exemple, l'espèce D, c'était de l'eau. Donc quand on a fabriqué avec A plus B l'espèce C plus D, imaginons que ça, ce soit de l'eau, pour que ce soit raccord avec le schéma. On voudrait donc garder uniquement l'espèce C, qui est liquide, et retirer l'eau. Alors comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va choisir un solvant extracteur, un solvant dans lequel l'espèce C va aimer se solubiliser, donc va mieux se dissoudre qu'avec l'eau. Quand on rajoute donc ce solvant extracteur, eh bien on mélange l'ampoule à décanter. Ce solvant extracteur, on le choisit de telle façon à ce qu'il soit non miscible avec l'eau, donc non mélangeable avec l'eau. Résultat, qu'est-ce qui se passe? L'espèce C va se retrouver dans la phase organique, c'est-à-dire mélangée avec le solvant extracteur, et l'espèce D, qui est l'eau, va rester seule dans sa phase. Et résultat, en ouvrant le robinet de l'ampoule à décanter, on peut éliminer à la goutte près l'eau, qui est l'espèce D, et ne conserver dans l'ampoule à décanter uniquement l'espèce C qui m'intéresse, mélangée avec son solvant. Ensuite, évidemment, il va falloir encore retirer le solvant pour ne garder que l'espèce C. Comment on va faire ça? Eh bien, on va faire une distillation fractionnée pour supprimer le solvant extracteur.
Une autre méthode qu'on peut utiliser, si jamais on avait une espèce solide, donc ça c'est encore plus simple et un peu plus connu, on avait mélangé dans l'étape de synthèse A plus B, on a formé C plus D. Mais C est un solide. Eh bien, comment on le sépare de D? On fait simplement une filtration. Alors, une filtration simple, c'est l'utilisation d'un entonnoir et d'un papier filtre, qui est ici, et on ne garde que l'espèce solide. Le mélange obtenu, c'est le filtrat. Celui-là, on peut le recycler ou l'éliminer si on n'en a pas besoin. Et on va récupérer uniquement le solide dans l'entonnoir avec une spatule, et pouvoir le peser. Mais des fois, cette étape-là, elle est assez longue, parce que la filtration, ça peut prendre du temps, hein, c'est vraiment du goutte à goutte. Donc on préfère souvent utiliser ce qu'on appelle une filtration sous vide, qu'on appelle aussi une filtration Büchner, Büchner du nom de l'inventeur de cette technique. Et en fait, c'est une filtration accélérée. Alors on va voir en quoi ça consiste, cette filtration accélérée. Donc voilà le dispositif qu'on utilise. Alors on va utiliser ce qu'on appelle une trompe à eau. Donc ça se relie directement au robinet. On ouvre le robinet le plus fort possible. On relie ça à un tuyau avec ce qu'on appelle une fiole à vide. Ça, c'est la fiole à vide. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, de l'eau va fortement couler avec une grande pression ici. Et ça va créer une dépression, c'est-à-dire une zone où il y aura une pression relativement faible, ici. Et résultat, on va avoir un effet aspirant. Et comme ici ça va aspirer, eh bien le solide qu'on met ici, donc il y a toujours un entonnoir, un papier filtre, comme avant, hein, c'est le même principe, sauf que là, la pression atmosphérique, elle va fortement appuyer, puisque ici, il y a très peu de pression. Donc on a un déséquilibre entre les pressions, et donc ce qu'on appelle une dépression, et résultat, eh bien, l'atmosphère a un peu appuyé sur le solide, de telle façon à ce que la filtration, elle soit accélérée. Donc c'est une filtration, tout comme une filtration simple, mais au lieu d'avoir du goutte à goutte, c'est du goutte à goutte beaucoup plus rapide. Donc ça permet et puis d'accélérer vraiment la filtration. Et à la fin de la manipulation, évidemment, on récupère le solide ici, hein, qui est piégé dans l'entonnoir. Donc ça s'appelle une filtration sous vide ou bien une filtration Büchner. Et c'est très très utilisé encore pour séparer un solide d'un liquide. Alors, pour purifier le produit, technique utilisée pour purifier un produit. Quand on isole notre produit, il faut le purifier pour éliminer les traces éventuellement d'impuretés. Eh bien oui, regardez, quand on mélange A plus B, ça s'est transformé en C plus D. Là, ce qu'on a fait, rappelons, hein, notre but c'est de garder C. On a éliminé D. Mais peut-être qu'il reste quand même quelques molécules de D, ou peut-être que A plus B, eh bien, malgré tout, il reste un petit peu un reste de A, voire un reste de B. Donc finalement, à la fin, ce qu'on a dans notre ballon qu'on récupère, dans notre bécher de récupération, c'est peut-être pas uniquement l'espèce C. Il y a certes beaucoup de C, mais il peut y avoir un reste de A, de B, voire même de D. Donc il va falloir faire de la purification pour éliminer tout ça. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, quand on avait utilisé l'extraction par solvant, à la fin, pour garder C, il était mélangé au solvant. Donc une des solutions peut être la distillation fractionnée. Alors comment ça marche la distillation fractionnée? Eh bien c'est une technique qui consiste à porter à ébullition un mélange de liquides miscibles, doté de températures différentes pour extraire les liquides. Alors, observons le montage et essayons de comprendre. Partons de l'exemple de tout à l'heure. On avait l'espèce C, qui est présente là, mais elle est mélangée avec son solvant. On veut supprimer le solvant, on veut le retirer. Eh bien, on va faire une distillation fractionnée. Donc là, on reprend le même dispositif un petit peu que précédemment, mais on va rajouter une colonne de Vigreux. Alors, une colonne de Vigreux, c'est une colonne à pic, qui a des pics qui sont montés comme ça un petit peu en tête bêche. Là encore, plus la colonne est longue, plus elle est efficace. Qu'est-ce qui va se passer? Notre solvant, on va se débrouiller pour qu'il ait une température d'ébullition vraiment différente de l'espèce C. Je prends un exemple. Par exemple, le solvant, il a une température d'ébullition de 80 degrés. Alors que notre espèce C, qu'on a fabriquée, elle a par exemple une température d'ébullition de 250 degrés. Ça veut dire qu'elle va se transformer à l'état gazeux à 250 degrés. Tant qu'elle n'est pas à 250 degrés, elle va rester liquide.
Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on chauffe tout ça? On chauffe au départ C et le solvant. Les deux vont avoir leur température qui augmente, mais on va chauffer seulement jusqu'à 80. Résultat, l'espèce C, il y a toujours un tout petit peu de vapeur, mais la vapeur ne va pas pouvoir monter bien haut, puisqu'on a chauffé à peine jusqu'à 80. Elle va rester relativement là, et donc l'espèce C va rester coincée dans le ballon. Alors que le solvant, comme il est chauffé à 80 degrés, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la vapeur va pouvoir slalomer entre les pics, monter, 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 puisqu'on chauffe à 80. Le thermomètre va indiquer 80, et là, elle va passer dans le réfrigérant. Arrivé dans ce réfrigérant, cette vapeur, puisque là, tout autour c'est froid, cette vapeur va se liquéfier, c'est-à-dire revenir liquide, et retomber ici. Résultat, on récupère le solvant ici, ça nous permet de le recycler. L'espèce C, comme je chauffe seulement à 80, elle a besoin d'aller jusqu'à 250, même si un tout petit peu chauffait, elle taperait dans un pic et elle finirait par retomber. Donc l'espèce C reste piégée dans le fond du ballon, et quand j'ai retiré tout le solvant, donc je continue cette opération jusqu'à temps qu'il n'y ait plus aucune goutte qui coule ici dans l'Erlenmeyer. Quand il n'y a plus de gouttes qui tombent dans l'Erlenmeyer, eh bien j'ai isolé entièrement l'espèce C. Mais attention par contre, cette technique ne fonctionne que si on a des températures d'ébullition vraiment différentes. 80 à 250, c'est vraiment différent. Si par contre on avait 80 et 82, là, toutes les espèces monteraient en même temps et on ne pourrait pas les séparer. On les récupérait toutes dans l'Erlenmeyer. Donc pour utiliser une distillation fractionnée, il faut qu'on ait une température d'ébullition qui soit vraiment différente des substances. Alors on pourra en mettre plusieurs. Si on avait 3 espèces à séparer, là encore, il faut réfléchir. C'est l'espèce qui a la température la plus petite qui se retrouvera ici. Donc on choisit le solvant, on choisit les substances de telle façon à savoir laquelle on va mettre où, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est la distillation fractionnée. Donc cette technique, elle permet aussi de purifier le liquide qu'on récupère. Donc la colonne à pic, elle porte un nom, je crois que je l'ai dit, mais c'est la colonne de Vigreux. Donc c'est une colonne à pic qui permet donc de liquéfier les vapeurs. Voilà. Donc c'est un peu tout le texte, c'est ce que j'ai expliqué. Là encore, on met de la pierre ponce pour réguler l'ébullition, pour éviter que finalement tout ça ne s'emballe. On met toujours un thermomètre aussi pour contrôler la température et être sûr d'extraire la bonne espèce. Si on chauffe, au lieu de chauffer à 80, vous chauffez à 200 ou 250, forcément tout passe. Donc il faut toujours contrôler la température. Une autre technique de purification, c'est ce qu'on appelle la recristallisation. Alors là, c'est une technique par contre pour des solides. La technique de tout à l'heure, c'était une technique qu'on appliquait quand l'espèce était un solide. Là maintenant, c'est pour une espèce liquide. Donc si on repart toujours de notre équation A plus D donne C plus D, cette fois-ci C est un solide, alors qu'avant c'était un liquide. Et on veut le purifier, toujours pour les mêmes raisons, peut-être qu'il y a un reste de D ou un reste de A et de B, encore présent, malgré toutes les précautions. Alors, cette fois-ci, on va dissoudre cette espèce à chaud, donc en jouant sur la température. Pourquoi? Parce que la dissolution augmente avec la température. Pourquoi on fait la vaisselle à la maison avec de l'eau chaude? Parce que ça permettra de mieux dissoudre les traces d'aliments. Donc la solubilité augmente avec la température. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refroidir le mélange et ça va provoquer la recristallisation du solide. Et les impuretés qu'on a initialement présentes dans le produit, elles vont rester en solution et on pourra les éliminer ainsi et récupérer uniquement le solide débarrassé de ces impuretés grâce à une filtration sous vide. C'est-à-dire que là, on va refaire un Büchner. Donc c'est vraiment une technique qui est très utilisée, ça, en laboratoire. Si on l'illustre avec le petit schéma, donc qu'est-ce qu'on a ici? Au départ, on a la solution, le solide avec ses impuretés. Donc j'ai mon solide C qui est mélangé avec un solvant, donc très souvent c'est l'eau, d'accord? Pas forcément, mais bon. Donc avec ses impuretés. On chauffe. En le chauffant, ce solide repasse à un état dissous. Et ensuite, on va le laisser refroidir. Alors d'abord à température ambiante, puis on va le plonger dans un bain de glace. Et donc ce solide qui au départ est solide repasse
dans une étape liquide. Les impuretés sont donc séparées du solide. Et quand on refroidit, seul le solide cristallise. Donc là, on va avoir des cristaux solides et un liquide qui contient les impuretés. Et ensuite, il nous reste juste à faire une filtration sous vide, ou une filtration simple même. Si on veut aller plus vite, on fait une Büchner, qui nous permettent de récupérer notre solide purifié et on sépare la solution qui contient les impuretés. Alors cette étape de recristallisation, puisqu'on a cristallisé une deuxième fois, la première fois c'est quand on a fait la synthèse, la deuxième fois c'est maintenant qu'on dissout le produit et on le fait recristalliser, et on élimine ainsi des cristaux, et on obtient des cristaux qui sont plus ou moins purs. Alors cette étape on peut la faire plusieurs fois de suite, la faire 2-3 fois de suite, pour avoir vraiment des cristaux purs. Donc ça, c'est la technique de recristallisation. Ensuite, pour être vraiment sûr que ce qu'on a obtenu est pur, eh bien, il faut pouvoir analyser le produit. Analyser, c'est pour vérifier qu'il est vraiment pur. C'est des techniques de contrôle qu'on fait en pharmacologie, donc quand on fabrique des médicaments, qu'on fait dans la cosmétique, qu'on fait dans l'alimentaire, pour vérifier que ce qu'on a fabriqué, c'est vraiment pur et que toutes les étapes précédentes ont bien fonctionné. Donc là encore, on utilise différentes méthodes selon l'état du produit qu'on a fabriqué. Est-ce qu'il est solide ou liquide? Ça va tout changer. Alors une première technique, c'est la chromatographie sur couche mince, qu'on appelle CCM. Donc technique que vous connaissez déjà. Et elle permet donc de reconnaître les constituants d'un mélange homogène. Donc là, en les séparant par adsorption sur un support, à l'aide de ce qu'on appelle un élevé. Donc comment on fait? Eh bien, on avait donc A plus B qui donnait C plus D. On a fait toutes nos étapes et on suppose que notre produit C est pur. On va faire une chromatographie. Donc cette substance étant préparée, on va mettre ici un produit témoin, c'est-à-dire que là, on va mettre l'espèce C pure qui est achetée dans le commerce. Donc par exemple, on a fabriqué, un arôme qui sent la banane, par exemple, dans les bonbons. On met l'espèce pure qu'on a achetée dans le commerce, donc on est sûr qu'elle a été bien préparée, et on met à côté l'espèce C que nous, on a fabriquée. Donc on a fabriqué au labo. On les met côte à côte, on les met dans un bon éluant. Donc l'éluant, c'est la substance qui est ici, qui va permettre de faire migrer les différents constituants, et on fait la migration. Et cette migration, donc l'éluant va monter par capillarité et emporter entre guillemets sur son dos les deux espèces. Si les deux espèces migrent à la même hauteur, alors l'espèce synthétisée est la même. Là, on a bien du C, on a bien du C. C'est bien l'espèce qu'on a fabriquée. Si par contre, on voit qu'il y a en plus une autre tâche dans celle qu'on a fabriquée au labo, ça veut dire qu'il y a en plus un autre constituant. La première tâche qu'on a fabriquée de l'espèce de laboratoire C, c'est divisée en celle-là et celle-là. Ça veut dire qu'on n'a pas une espèce pure, il reste un autre constituant, alors peut-être un reste de B, peut-être un reste de D ou de A. Donc ça, si après on met une autre tâche, par exemple ici, au départ, on avait mis du A, donc cette espèce-là, ben, si on voit qu'elle migre ici l'espèce A pure, on peut dire, bah tiens, c'était du A qui restait. Et si au contraire, il n'y a aucune tâche, il n'y en a qu'une seule, qui a la même hauteur que C, ça veut dire qu'on a fabriqué une espèce pure. Donc ça nous permet vraiment de vérifier la pureté d'un produit, cette chromatographie sur couche mince. On a une autre méthode qui est le banc au flair. Alors le banc au flair, c'est une technique qu'on utilise donc, pour analyser uniquement des solides. Donc là, c'est quand on fabrique un solide, on veut vérifier à quelle température ils font. Donc ça nous permet de trouver la température de fusion d'un produit. Alors par exemple, un produit pur, on sait qu'il va fondre à 105 degrés Celsius. Et après, on va comparer avec la température de fusion du produit qu'on a fabriqué au labo. Alors comment on fait? C'est un banc qui chauffe par gradient de température, c'est-à-dire que ici, on commence à chauffer alors à 50 degrés, je crois. Et puis après, on a 51, 52, 53, 54, et on va à peu près jusqu'à 200. 250, je crois. 250 degrés. Alors concrètement, comment on fait? Eh bien, on place notre solide ici, on met un petit extrait, donc on met quelques grains
de ce solide qu'on vient de fabriquer, et puis on le pousse avec une petite spatule, on le pousse, et on attend qu'il se mette à fondre. Donc on continue, à 50 ils ne font pas, 51 ils font pas, 52, 53, on le fait glisser comme ça petit à petit, et puis finalement on va s'approcher de la centaine, et puis là là je me rends compte que là il se met à fondre. Donc le solide se transforme en liquide. Il y a une petite réglette qu'on pose ici, enfin qui est là. Cette petite réglette, elle nous permet de lire la graduation. Et là, je vois par exemple que je suis à 107 degrés. Le solide s'est mis à fondre à 107 degrés. Or, si je le compare avec un solide pur qui a été fabriqué dans un vrai laboratoire, eh bien on sait que normalement il doit fondre à 105. Si la température du mien est 107, ça veut dire que l'espèce n'est pas pure. Il y a quand même un reste de quelque chose dedans. Sinon, j'aurais tout pile 105. Et si je trouve tout pile 105, eh bien ça corrobore le fait que j'ai bien purifié mon produit. Il reste une dernière chose à savoir faire quand on s'intéresse aux synthèses, c'est calculer un rendement. Alors comment on calcule un rendement? Eh bien le rendement, c'est une grandeur qui nous renseigne sur l'efficacité de la réaction chimique. Plus on a un rendement proche de 1, c'est-à-dire de 100%, plus eh bien, la synthèse est rentable, plus la synthèse vaut le coup. Alors comment on calcule ce rendement? Eh bien c'est tout simplement la masse de produit qu'on a obtenu expérimentalement divisé par la masse théorique. Puis fois 100 pour l'avoir en pourcentage. Alors, concrètement, si on reprend toujours cet exemple, A plus B donne C plus D. Bien évidemment, la masse expérimentale, c'est celle de C, puisque c'est l'espèce C que je voudrais fabriquer. Donc, je fais toutes mes étapes, ma synthèse, ma purification, et à la fin, je pèse mon solide. Donc, la masse de C expérimentale, celle-là, on ne peut pas la calculer, on ne peut qu'expérimentalement la mesurer avec une balance. Donc, je la pèse, c'est une pesée, d'accord? Ça vaut tant et tant de grammes. Donc, une fois que j'ai bien nettoyé, parce que ce qui va se passer, c'est que quand le solide va aller, par exemple, sur l'entonnoir, je vais en perdre un petit peu. Quand il va aller sur le bûcher, je vais en perdre un petit peu. Une fois que j'ai fait toutes mes étapes de purification, de recristallisation et tout, j'ai un peu perdu de solide que j'avais initialement fabriqué lors de la première étape. Donc, bien évidemment, cette masse, elle va être plus petite. Donc celle-là, je ne peux l'avoir qu'expérimentalement. À la fin, quand j'ai tout fait, je pèse sur une balance combien j'en ai. Et ensuite, la masse théorique, comment on la calcule? Eh bien, la masse théorique, on la calcule toujours avec un tableau d'avancement. Donc, je vais faire mon état initial, mon état final. Je calcule la masse théorique que je dois obtenir. Donc, d'abord le nombre de moles, le X max, finalement. Je le transforme en masse via la masse molaire. Et puis, je fais le rapport des deux. Et j'ai le rendement. Donc, évidemment, le rendement, c'est un nombre compris entre 0 et 1. On ne peut pas avoir plus que 1, parce que plus que 100%, ça veut dire qu'on crée de la matière, qu'on est un dieu. Que c'est une grandeur sans unité, qu'on peut exprimer en pourcentage. Souvent, on dit 20% de rendement, 50%, 80% de rendement. Et on peut aussi le calculer à partir des quantités de matière. Donc ça, c'est la lettre grecque eta, qui désigne le rendement. C'est donc aussi le nombre de moles obtenus expérimentalement, divisé par le nombre de moles théoriques, fois 100. C'est la même chose, qu'on l'exprime en N ou en M, puisque le rapport entre les deux, c'est petit m égale grand M fois petit n. Donc on peut utiliser les deux formules, qui sont rigoureusement les mêmes, puisque elles dépendent juste de la masse molaire. Alors quels sont les facteurs qui vont influencer le rendement? Eh bien forcément, on n'arrivera jamais à un rendement tout pile égal à 1. Il sera strictement inférieur à 1, puisqu'on n'arrivera jamais à faire un rendement de 100%. On va forcément un petit peu perdre de la matière quand on fait la manipulation. Alors tout dépend aussi si la réaction n'est pas totale. Si la réaction n'est pas totale, eh bien une partie des réactifs n'est pas transformée, bien évidemment. S'il y a beaucoup de A et de B qui restent, forcément vous n'aurez pas fait autant de C, parce que la réaction elle est comme ça. On étudiera ça un peu plus en détail en terminale. Le gros point noir, c'est évidemment les pertes de matière au cours des différentes étapes, pendant le lavage, le séchage, la recristallisation, les vapeurs qui peuvent quand même partir au cours du reflux, etc., etc. Donc là, on perd de la matière. Les erreurs éventuelles de manipulation que vous pouvez faire quand vous faites la synthèse. Vous oubliez de faire la tare de la balance, vous séchez pas bien,
vous n'êtes pas rigoureux, il y en a plein autour de la spatule. Et puis, des fois, malheureusement, il peut y avoir des réactions parasites. Vous n'avez pas qu'une seule réaction chimique qui se passe lorsqu'on fait une synthèse. Et s'il y en a plusieurs, bah là encore, euh, ça va diminuer le rendement. Donc voilà pour ce chapitre.